Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Aujourd'hui, à Tout savoir en 24 minutes, pour la deuxième fois de l'histoire du Canada, un premier ministre brise son couple. Une maladie que l'on croyait disparue refait surface en Floride. Le phénomène Barbenheimer rapporte 86 millions à l'entreprise Cinéplex. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Jean-François. Allô, Cybèle. Alors, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui sa séparation avec sa femme Sophie Grégoire après 18 ans de mariage. Justin Trudeau a précisé dans une brève déclaration sur Instagram que malgré la séparation, il reste une famille proche avec un amour profond l'un pour l'autre et pour tout ce qu'ils ont bâti ensemble. Il s'agit d'une séparation et non d'un divorce. Une distinction importante pour le cabinet de Justin Trudeau. Le couple a signé un accord de séparation légale et a veillé à prendre toutes les mesures légales et éthiques concernant la décision de se séparer. Mais c'est un choc pour plusieurs admirateurs du couple qui les ont vus d'abord grandir ensemble, parce que Justin Trudeau et Sophie se sont connus lorsqu'ils étaient enfants, mais ensuite ont commencé à se fréquenter bien sûr plus tard à l'âge adulte. Ils se sont mariés en 2005 et ont eu 3 enfants qui sont âgés entre 9 et 15 ans. Mais aussi, c'est une séparation qui va avoir des impacts sur le rôle officiel de Sophie Grégoire pour ceux qui se posent la question. Elle ne voyagera plus dans le cadre des grands sommets internationaux et ne représentera plus officiellement le Canada à l'étranger. Elle ne va plus avoir accès aux ressources humaines, matérielles, financières qui étaient mises à sa disposition en tant que conjointe du premier ministre. Donc, rappelons que c'est une nouvelle qui survient alors que Justin Trudeau se prépare à se lancer dans une nouvelle campagne électorale. Et fait amusant, Jean-François, Justin Trudeau, c'est le deuxième premier ministre canadien à annoncer une séparation en cours de mandat. Et le premier, c'était son père, Pierre Elliott Trudeau, qui s'était séparé de sa femme, Margaret, en 1979. Ouais, puis on en rit quand même un peu depuis tantôt, là, parce que c'est ce qui arrive quand c'est des personnalités connues, en disant entre autres que ça y fait 2 remaniements en 2 semaines. Reste que c'est comme, je veux dire, c'est un couple comme les autres. Là. Ils ont leur intimité, ils ont probablement eu leur haut, leur bas. Là. Il y a des enfants qui sont dans le milieu de tout ça. Là. Fait que c'est pas plus amusant. En fait, ça doit être pire lorsqu'on est premier ministre du Canada. Et ce qu'on comprend, c'est que ça fait un petit bout de temps qu'il y a de l'eau dans le gaz. Là, on vient juste d'annoncer que c'est officialisé parce que dans les faits, ils étaient un peu séparés depuis un petit bout. Moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on fasse ça là, parce que elle a par tous ses privilèges, là, je la voyais tantôt aux nouvelles, là, dans ses belles garde-robes puis tout ça, là, je veux dire, ça veut dire qu'elle met une croix sur tout ça, là, son chauffeur de limousine, ça. Ouais, pourquoi tu fais pas comme gars, je vais l'endurer, puis qu'est-ce qui fait en sorte que tu décides à renoncer à tous ces privilèges-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de privilèges là, qui viennent avec ça. Fait qu'il faut que ça soit plus vivable ou qu'il y a quelqu'un d'autre dans le décor ou peu importe. Là. Mais de toute façon, on va respecter leur intimité, pour vrai, comme il a demandé. Déjà qu'on en parle amplement, puis on va continuer de suivre ça. Ce que je trouve aussi amusant, c'est que dans cette guerre contre Meta, il a fait l'annonce sur Instagram. 3e journée, 3e interruption de service pour le réseau express métropolitain, le REM, Jean-François. Il s'est retrouvé en panne dans les 2 directions pendant environ une demi-heure tôt mercredi matin. C'est en raison d'un problème informatique. Donc, les trains des 2 côtés, donc à partir de la station de Brossard et du centre-ville de Montréal, étaient censés démarrer à 5h30 mercredi matin. Et finalement, dans les 2 cas, c'est une panne qui attendait les clients. Donc, CDPQ Infra a indiqué que le problème partait du centre de contrôle et c'est ce qui aurait impacté en fait le démarrage des voitures et bref, causant cette interruption finalement. Mais bon, c'est une semaine difficile, Jean-François, pour le REM, qui était censé nous séduire dans cette lancée, nous faire une bonne première impression. Donc, à voir si les tests pendant la période de la construction vont nous permettre d'avoir une rentrée plus solide à l'automne. Mais on rappellera que lundi, en fait, quand c'était la vraie journée, la journée officielle du lancement du REM, la panne est survenue pendant 1 heure au moment de l'heure de pointe le matin. Et c'est une panne qui a été donc largement rapportée dans les médias. La deuxième qui est survenue, elle n'a pas tout de suite été signalée sur le compte du REM, mais les journalistes ont fait leur travail et ont su que ça s'était passé. Bref, il y a certains experts qui craignent que
la première impression du REM, comme je le disais, a peut-être fait entacher un petit peu sa réputation, alors que d'autres experts mentionnent plutôt que c'est normal, qu'il faut se rappeler que lors de la construction du métro de Montréal, là aussi, il y avait eu des pannes et des problèmes. Donc, plusieurs experts se disent pas inquiets. Mais bref, pour une première, c'est un peu raté, disons, comme lancement. Surtout maintenant avec les nouvelles, les médias sociaux et tout ça, tout le monde est au courant. Là. Dans le temps du métro, si t'étais pas dans le métro, j'imagine qu'on en parlait un peu moins. Là, c'est facile de savoir qu'il y a eu des problèmes. Je veux dire, moi, mon père, qui a été camionneur toutes ces années, croit pas à ça, lui, des trains, pas de chauffeur. Puis hier, il m'a appelé, il a fait « Hey! Oh! Je te dis que, pas de chauffeur, c'est ça que ça donne. » Mais tu sais, il y a des gens qui vont rester avec cette impression-là. Là. Tu sais, les gens qui, hier, se sont retrouvés dans le hangar parce que le train, il a pas arrêté puis il est allé se serrer tout seul pour la nuit. Puis il y avait encore du monde dans le REM, là, je veux dire, ça paraît mal. Puis, au-delà de... Parce que c'est normal là, que ce soit chaotique un peu. C'est à se demander, est-ce qu'il aurait dû tester un autre 2 semaines ou est-ce qu'il aurait dû faire pendant une couple de semaines une espèce de tampon? T'sais, on a les autobus, on a le REM, y aller moitié-moitié parce que là, ça paraît mal. Puis tu vois, ce matin, moi, lorsqu'on a annoncé la panne, j'étais dans ma voiture. Et je m'en allais à un rendez-vous important. Puis je me suis dit, imagine si j'avais pris le REM. Bon, mais c'est dommage que tu aies cette réflexion-là, oui, alors qu'on a tous payé collectivement pour le voir en service. Ça va finir par marcher. C'est juste que là, ça paraît mal. Puis si j'avais... Mettons ce matin, là, je te salue, bonjour, puis que j'arrive pas à l'heure pour ma chronique parce que j'ai pris le REM, tu peux être sûr que la prochaine fois, j'aurais pris ma voiture, tu comprends? Oui. Fait que là, il faudrait qu'il arrête de se brûler parce qu'en 3 jours, ça fait quand même beaucoup. Non, je suis d'accord avec toi. Puis de toute manière, on se dit qu'il reste peu de semaines avant le début de la rentrée, avant le début de l'achalandage régulier de l'utilisation de transports en commun comme ça. Donc peut-être que, comme tu dis, si on avait pris plus de temps pour faire des tests, mais en fait, peut-être qu'on serait pas arrivé à temps pour le démarrage. Donc, je pense qu'on est facile à chialer. Mais je te relance, Cybelle. Je fais confiance. Mettons que tu es en train, présentement, de planifier ta rentrée. Puis tu t'étais dit, peut-être qu'on pourrait prendre le REM. Présentement, est-ce que tu dis encore peut-être qu'on pourrait prendre le REM ou tu as comme un gros point d'interrogation? Je te dis pas que les gens vont pas le prendre. Mais t'as raison, puis je veux pas encourager les gens à pas le prendre. Mais là, faire ta planification en te disant, moi, tous les matins de la semaine et tous les soirs, je vais prendre le REM puis je vais m'assurer d'être à l'heure quand je vais revenir chercher mes enfants à la garderie ou à l'école, mettons, là. Et là, on dirait que j'ai comme un doute. Puis c'est pas bon. C'est juste ça que je dis. Non, voilà, comme je l'ai dit, en fait, je te répondrais en disant que c'est une première impression qui est ratée pour ma part. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. 4 mois après la décision controversée prise par Justin Trudeau et Joe Biden de revoir l'entente sur les tiers pays sûrs, eh bien, le nombre total de demandeurs d'asile qui arrivent au Canada n'a finalement pas diminué. En juin, on frôlait la barre des 11 000 demandes dans l'ensemble du Canada, un chiffre qui dépasse les niveaux constatés en début d'année avant le changement de la règle à la frontière. Donc, entre autres, le Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, d'autres organismes aussi se disent débordés. La fermeture du chemin Roxham a conduit les demandeurs d'asile à emprunter aussi d'autres voies pour arriver au Canada. On pense aux aéroports, notamment de Montréal, de Toronto, qui sont devenus les principaux points d'entrée pour les demandeurs d'asile. Mais il y a aussi le portrait des demandeurs qui a légèrement changé parce qu'il y a eu une petite modification dans les critères admis par Ottawa. Et là, désormais, les demandeurs en provenance de l'Afrique de l'Ouest, donc notamment le Sénégal, le Cameroun, la République du Congo, ces demandes-là ont augmenté. Mais là, face à cette situation-là, il y a un nouveau, entre autres à Montréal, il y a un nouveau centre d'hébergement qui est destiné à ces demandeurs d'asile qui a été ouvert. Il peut accueillir jusqu'à 700 personnes en attendant leur premier chèque d'aide sociale. Donc, ils se permettent de les loger. Ottawa aussi a réquisitionné 35 hôtels et résidences à travers le pays pour faire face à la pression et à l'arrivée massive de ces demandeurs d'asile. Alors, le gouvernement assure qu'il collabore bien avec les provinces pour éviter que les ressources provinciales et municipales, entre parenthèses, crise du logement, soient pas submergées par les pressions qui sont liées aux demandeurs d'asile qui ont finalement continué d'affluer. Et Ottawa est notamment critiqué sur son manque d'anticipation pour faire face aux défis de la crise de ces réfugiés. Alors, encore un dossier à suivre et voir si ce n'est pas un autre faux pas de notre premier ministre Justin Trudeau. Je sais pas si c'est un faux pas, mais en tout cas, il va falloir se pencher sur le dossier, c'est sûr et certain. Peu importe où est-ce qu'on va fermer, il y a des gens qui vont s'en venir, surtout avec le réchauffement climatique, avec les crises qu'on va connaître dans le futur.
infrastructures, avec le manque de nourriture, etc. L'eau, les gens vont vouloir s'en venir ici. C'est sûr et certain, mais après ça, il n'y a pas de logement. On a des pénuries partout. On n'est pas équipé côté infrastructure pour subvenir à l'immigration, aux demandeurs d'asile, etc. Fait que c'est vraiment un problème sur lequel il faut se pencher, parce que moi, je pense que peu importe la façon qu'on va s'y prendre, il y a des gens qui vont vouloir s'en venir au Canada. Puis, à la limite, je les comprends. Mais après ça, il faut structurer tout ça là, pour qu'on reconnaisse encore notre pays et pas accueillir ces gens-là tout croche, tout de travers, parce que ça donne rien. Ils vont tomber dans l'itinérance, ils vont tomber du côté sombre, si on peut dire. Puis c'est pas ça qu'on veut faire. On veut les organismes, notamment, dont je mentionnais, qui sont débordés, sont les premières lignes, en fait, pour ces demandeurs d'asile-là qui ont besoin d'aide, qui veulent se faire référer, qui veulent se faire aider. Donc, déjà qu'eux ont une certaine pression de la part d'aide qu'ils offrent déjà aux gens qui sont sur le territoire, mais ceux qui arrivent vont créer une autre pression. Puis après, quelles ressources ces gens-là vont avoir? Même où vont-ils être dirigés aussi au niveau des problèmes de santé? Notre réseau qui a déjà un énorme poids avec les gens qui sont ici, toutes ces personnes-là qui vont avoir recours au système de santé, vont se buter à ça. Donc, comme tu le dis, c'est des questions auxquelles il faut réfléchir maintenant. C'est beau les accueillir, mais il ne faut pas les prendre à charge. Il faut les intégrer quelque part. Il faut les envoyer partout sur le territoire. Il y a plein de régions, plein de villages qui se meurent présentement, des écoles qui ferment parce qu'ils sont obligés de mettre, comme dans le temps, des filles de Caleb, la deuxième année puis la troisième année ensemble. Non, mais c'est vrai, là. Moi, j'ai de la famille à Saint-Adelphe, là. C'est une petite place, là. Puis là, l'école primaire à Chambrande, là-bas, parce qu'il n'y a plus assez de familles. Mais tu sais, je veux dire, il ne faut pas juste les envoyer dans les grands centres. Il faut faire en sorte de les localiser quelque part. Pas de leur donner un chèque, là, de leur trouver un logement, un job, de l'éducation, puis de les intégrer dans la société. C'est ça qu'il faut faire. Mais ça demande énormément de planification. Le Monde. Alors, le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies a publié un nouveau rapport qui indiquait que le nombre de cas de lèpre en Floride est en hausse. Alors, au cours des 10 dernières années, les cas répertoriés auraient plus que doublé dans les États américains du sud-est, au centre de la Floride. Et la région centrale de la Floride représente à elle seule 20% des cas dans tout le pays. Donc, en 2020, là, un peu avant la pandémie, on a dénombré environ 159 cas dans la région. Donc, c'est vraiment une augmentation qui est préoccupante pour la santé publique là-bas. Ils ont lancé donc un avertissement aux voyageurs qui se rendent dans la région, parce que même en l'absence de facteurs de risque, il est recommandé de considérer la lèpre. Attendez, je vais recommencer ma phrase. Même en l'absence de facteurs de risque, il est recommandé de considérer la lèpre dans son contexte clinique approprié lors des voyages en Floride. Ça, c'est ce que disait le rapport. En fait, il faut comprendre que la lèpre est une maladie qui est infectieuse, qui est dangereuse, et donc il faut faire attention lorsqu'on voyage et prendre en considération que nous pouvons l'attraper facilement. Donc, ce n'est pas un risque à minimiser. En gros, c'est ce que cette phrase drôlement construite voulait dire. Oui, puis donc, on sait à quel point il y a des Québécois et des Canadiens qui vont en Floride. Puis la dernière chose qu'on veut, c'est que ces gens-là soient infectés. Et par la suite, ramène ça ici. Là. Oui, parce que on l'a vu que la pandémie commence à aller vite. Exactement. Puis justement, il disait que la transmission se fait par des gouttelettes qui peuvent venir du nez, de la bouche, mais ça nécessite quand même un contact étroit, prolongé pendant plusieurs mois avec une personne infectée et non traitée pour se propager. Mais quand même, on peut fréquenter des gens pendant quelques temps dans une petite ville, comme on me disait, le centre de la Floride, si quelques cas ont été répertoriés à cet endroit-là et que les gens restent dans leur entourage, et c'est là que ça peut devenir dangereux. Donc, pour un voyageur, ou si on pense par exemple aux snowbirds, qui peuvent passer plusieurs semaines, plusieurs mois là-bas, pour être de potentielles victimes à ça. Mais rappelons tout de même que la lèpre est curable avec un traitement de polychimiothérapie. Donc, bref, c'est un traitement qui dure entre 6 et 12 mois et ça permet donc de faire progresser, diminuer la maladie, donc de s'en sortir finalement. Alors bref, attention aux voyageurs. Il y en a en Floride, oui, mais il y a plus de 200 000 nouveaux cas de lèpre qui sont signalés chaque année à travers le monde aussi. Donc c'est un pensez-y bien avant d'aller en Floride pour l'instant, Jean-François. Oui, la lèpre est de retour. On a appris aussi que le scorbut était de retour. Puis on a parlé des filles de Caleb. Voici votre bulletin de 1950.
Je te raconte une autre histoire concernant les migrants. Donc, ce sont 4 migrants qui sont venus du Niger. En fait, ils ont été découverts perchés sur le gouvernail d'un cargo. Donc, tu sais, ça, c'est complètement à l'arrière du bateau qui touche à l'eau. Oui, ils ont passé donc 14 jours à bord du navire et c'est là qu'ils se cachaient pour pouvoir traverser et se rendre à leur destination. Ils n'ont pas passé 14 jours sur le gouvernail? Oui, mais c'est pas ce qui était prévu. En fait, ils sont partis de Lagos au Niger et ils cherchaient à rejoindre l'Europe. Mais surprise, finalement, ils se sont rendus au Brésil. 5500 kilomètres assis sur un gouvernail, Jean-François, tout un voyage. Bref, c'est sûr, les migrants ont épuisé leurs provisions. Ils n'avaient pas prévu un voyage aussi long que ça. Ils ont été contraints de boire l'eau de mer, même leur propre urine pour survivre. Donc, rendus au Brésil, finalement, bien sûr, la situation des 4 hommes était critique. La police brésilienne les a secourus et leur a demandé de quelle manière ils voulaient être pris en charge. Donc, il y a 2 de ces hommes qui ont été renvoyés dans leur pays d'origine à leur demande. OK, à leur demande. Et les 2 autres ont décidé de demander l'asile au Brésil. On peut faire des suppositions de pourquoi ils voudraient revenir dans leur pays. On sait que la situation économique, politique est très difficile, peut-être pour reprendre un autre cargo qui irait à bonne place cette fois-ci. Mais en fait, le voyage, ça a commencé le 27 juin. En fait, un des migrants a été déposé par des pêcheurs à côté du cargo pour pouvoir embarquer, pensant aller en Europe. Puis il a été surpris de constater qu'il y avait déjà 3 personnes qui étaient assises là et qui attendaient eux aussi le départ du cargo, donc pour partir tous vers de façon l'Europe. Clandestine. Oui, c'est ça. Donc les 4 se sont cachés dans un petit espace là, au-dessus du gouvernail. Puis vous verrez les photos si vous avez l'occasion. C'est énorme, le gouvernail. C'est vraiment très, très gros. Donc, ils avaient de la place pour pouvoir se cacher, mais ils devaient s'attacher. Donc, tu sais, c'est absolument périlleux comme voyage. Ils se sont attachés avec des cordes, avec des filets qu'ils ont ramassés un peu à la traîne pour être sûr de ne pas tomber, surtout la nuit, après une certaine fatigue. Tout à fait. Il y a des animaux marins impressionnants qui passaient en dessous d'eux. C'est ce qu'ils ont mentionné. Des requins, des baleines qui pouvaient venir. Donc, il y a vraiment énormément de dangers, dont le fait de passer énormément de temps en mer comme ça. Bref, ils ont réussi à survivre avec ce que je vous ai raconté. Et voilà, finalement, ils sont repartis. Mais c'est une histoire assez fascinante que je voulais vous raconter aujourd'hui. Incroyable. On a énormément parlé des incendies, particulièrement toi et moi, Jean-François, un peu partout à travers le monde, au Canada aussi, mais la Grèce qui a été touchée également par des feux, notamment l'île grecque de Rhodes. Donc, en juillet, qui a été assiégée complètement et des touristes ont dû être évacués de l'île à ce moment-là. Donc, le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a annoncé une mesure pour compenser les touristes qui ont dû donc écourter leur séjour. Il a annoncé que les touristes auraient droit à une semaine de vacances gratuite au printemps ou à l'automne de l'année suivante. Alors, tant mieux pour eux, ils pourront revenir faire leur séjour en Grèce. Donc, tu sais, je vous rappelle un peu les feux qui avaient commencé le 18 juillet et c'est 18 000 hectares dans le sud de l'île qui ont été ravagés. Alors, encore une fois, énorme. 20 000 personnes ont été évacuées de l'île. Bref, les voyageurs sont très importants pour la Grèce, qui vit notamment du tourisme. Ouais. Bref, même la Grèce a lancé une campagne sur les réseaux sociaux intitulée « Rhodes est une destination sûre » pour que les gens ne soient pas trop, stressés de peut-être prendre cette opportunité d'y retourner. Et voilà. J'imagine que ça s'adresse surtout aux touristes européens, là, parce que je veux dire, si t'es parti d'ici au Canada, là, faut que tu payes ton billet d'avion. Là. Le premier ministre va pas nous payer notre billet d'avion, j'imagine. Là. Fait que il lance ça dans les airs, mais tu réclames à qui ta semaine? Là? Moi, j'étais là à Rhodes, puis là, je voudrais retourner l'année prochaine. En tout cas, ça paraît bien. Mais comment ça va se mettre en application? C'est correct pour sécuriser les gens qui voudraient y aller, mais comment ça va s'appliquer, ça, j'ai bien hâte de voir. Économie. Alors, le mois de juillet est le 2e mois le plus fructueux de l'histoire de l'entreprise Cinéplex. La chaîne de cinéma a annoncé avoir connu le meilleur box-office de juillet et le 2e mois le plus fructueux de son histoire. Donc, au total, c'est 6,8 millions d'entrées qui ont été enregistrées au guichet pour le mois de juillet, et ce qui a totalisé une somme de 86 millions de dollars pour l'entreprise canadienne. Évidemment, c'est un succès qui est attribuable en grande partie à Barbenheimer, le phénomène de Barbie et Oppenheimer qui ont été donc lancés sensiblement au même moment. Donc, de nombreux visiteurs ont visionné d'ailleurs les films en même temps, le même jour, d'où le phénomène. Et ça a vraiment fait mousser les ventes donc pour Cinéplex. Il y a également Mission Impossible, Bilan mortel, qui a suscité beaucoup
beaucoup d'intérêt au cinéma, qui s'est hissé au top 3 des palmarès des films les plus fréquentés. Donc, Cinéplex affirme que leur chiffre d'affaires record du mois de juillet démontre vraiment, en fait, le désir des cinéphiles de voir des films dans un environnement social, sur des écrans géants, enveloppés d'un son puissant. Bref, ils nous vendent leur salade, si on veut, pour dire à quel point les gens étaient contents d'être là, contents d'être présents et de voir du bon cinéma. Mais il faut mentionner tout de même que l'industrie du cinéma pourrait rapidement déchanter, surtout pour les mois à venir, prenant en compte la grève des acteurs qui sévit aux États-Unis depuis quelques mois maintenant et qui en fait retarde énormément la production de films et qui pourrait mettre en péril donc l'arrivée de nouveaux films au cinéma et donc bien sûr réduire les recettes pour Cinéplex entre autres. Moi, je pense que les gens ont encore envie d'y aller au cinéma, même si on s'est, avec la pandémie, on s'est conçu des petits, on s'est abonné à toutes sortes de plateformes, on a une plus grosse télé, ouais. C'est ça. Reste qu'on a envie d'y aller, mais il faut créer l'engouement. D'un, il faut faire des films qui tentent au monde. Là. Barbie, il y en a peut-être qui ont fait « Ah, Barbie, c'est... » Mais ça les gens sont contents de voir Barbie. Oui. Il y a une expérience. Là. Si vous avez vu, il y a plein de monde qui sont allés costumés, déguisés en Ken et Barbie. Là, il y a quelque chose là. La publicité qu'on a faite avec le Barbenheimer, on a été ingénieux là-dessus. Fait que présentez-nous des films de qualité, puis les gens vont être au rendez-vous, je suis sûr et certain. Puis là, une fois que tu es là-bas, tu vois les bandes annonces de ce qui s'en vient. Puis, tu sais, là, c'est une roue qu'il faut partir. Par contre, avec les grèves des scénaristes, si ça retombe, s'il y a un moment mort où tu y vas pas au cinéma, mais tu vois pas la bande-annonce, puis là, c'est une roue qui tourne dans l'autre sens aussi. Tout savoir en 24 minutes. Nouvelle des sports maintenant, Jean-François, on va terminer avec ça sur des nouvelles informations concernant le scandale chez Hockey Canada. 5 joueurs seront bientôt suspendus. La Ligue nationale de hockey s'apprêterait à sévir après avoir mené son enquête sur l'histoire du viol collectif allégué qui avait impliqué des joueurs d'Équipe Canada. Ça s'était passé donc en juin 2018 lors d'un gala. Donc d'après les informations qui ont été rapportées par un journaliste Andy Strickland, dans un balado, lui disait que 5 joueurs vont être donc suspendus par le circuit. On parlerait de noms importants qui vont finalement être rendus publics. Là. On attend donc que la nouvelle tombe, en fait, Jean-François. Là, pour les gens là, qui veulent comprendre, là, c'est Team Canada qu'on regarde à chaque temps des fêtes. Là. Ben, ça, c'est Team Canada 2018. Il y a eu un gala. Et ils ont violé un viol collectif là, d'une femme. On avait réussi à taire tout ça du côté de Hockey Canada. Maintenant, c'est connu. Et là, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a des joueurs de cette équipe-là. Puis c'est normal, c'est toujours de très bons joueurs qui se retrouvent là. C'est les meilleurs de leur année qui se sont rendus dans la Ligue nationale de hockey. Il y en a qui n'ont rien à voir, il y en a qui ne sont pas allés dans la chambre. Qui a fait quoi? Mais là, ça devrait sortir bientôt. Et ça fait un bout de temps qu'on dit que les équipes de la Ligue nationale se préparent. Il y a des joueurs à qui on n'a pas donné de contrat, ce qui est bizarre. Puis là, on se doute que c'est peut-être pour ça, parce que les équipes sont sûrement au courant là, qu'il y a des soupçons plus sur un que sur l'autre. Il y a des joueurs, il y a des équipes qui ont plus de joueurs. Puis là, tu sais, pourquoi ils ont plus de défenseurs? Mais probablement parce qu'ils vont en perdre un, puis ils sont au courant. Il y a des gros noms. Puis là, je veux pas les nommer parce qu'on ne sait pas encore ça va être qui, mais tu sais, le nom qui revient toujours, c'est de la trempe de Cale Makar, qui est le meilleur défenseur de la Ligue nationale de hockey. Lui, il faisait partie de cette édition-là. Est-ce qu'il est visé par les suspensions ou pas? Je sais pas. Est-ce que ça va être des suspensions équivalentes? Est-ce qu'il y en a qui ont plus ou moins? J'ai hâte de voir. Est-ce que ça va être à vie? Comment la Ligue nationale va gérer tout ça? On disait que ça allait sortir aujourd'hui. C'est ça qu'on a sorti dans le blog de ce journaliste là, qui couvre les Blues de Saint-Louis. C'est toujours pas sorti, mais aussitôt que ça sort, évidemment, ça va faire jaser. Absolument. Et pas à peu près. Merci. Cybèle Olivier, merci beaucoup pour ce Tout savoir en 24 minutes.